Doit-on faire des exercices neuro toute sa vie? Aujourd'hui, nouveau quart d'heure neuro avec Romain sur la question que j'ai citée juste avant. Pour ceux qui veulent, qui nous demandent pas mal d'informations par rapport à la cohorte, on vous rappelle, il reste moins d'une semaine pour profiter de la septième cohorte de formation Labo RNP. Et c'est la première de l'année avec les différents bonus. Enfin voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la bio ou dans la description et vous aurez toutes les infos. Romain, doit-on faire des exercices neuro toute sa vie? C'est intéressant comme question. Elle revient souvent et elle revient souvent d'une manière ou d'une autre. C'est souvent les questions quand est-ce qu'on sait que les exercices RNP sont acquis chez la personne en face de nous, etc. Je pense qu'il faut voir la chose comme en préparation physique. À savoir que c'est un peu comme faire 5 fois 5 en squat à 100 kilos. Tu vas faire 5 fois 5 en squat à 100 kilos pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et il va arriver un moment où tu n'as plus les adaptations. Sur les exercices qui ciblent la boucle sensorimotrice et plutôt les entrées sensorielles, donc ça, je vous réfère aux autres quarts d'heure neuro. En fait, on travaille sur une boucle sensorimotrice avec des afférences sensorielles qui sont intégrées et qui donnent des outputs. Et nous, ce qu'on cherche à faire avec Labo RNP, c'est tout simplement d'aller chercher les mismatchs sensoriels, les non-concordances sensorielles, qu'on développera peut-être juste après. Et en fait, en spotant l'entrée sensorielle qui amène une non-concordance, on va avoir soit une amélioration de l'output, donc du mouvement, ou une détérioration. Mais en fait, quelque part, c'est pas logique, entre guillemets, qu'on ait une amélioration de la performance en faisant, imaginons, une convergence nerf 3 sur de la flexion d'épaule. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et toute l'idée de RNP, c'est d'aller cibler les entrées sensorielles qui posent souci, de les stimuler, donc soit par un travail chez l'orthométriste ou l'orthoptiste, soit du travail vestibulaire ou des choses comme ça, de manière à ce qu'il n'y ait plus de non-concordance sensorielle. Et une fois qu'il n'y a plus de non-concordance sensorielle, tu vas faire un exercice sensoriel, donc qui cible une entrée sensorielle, mais cet exercice sera neutre, à savoir qu'il ne va pas améliorer la performance sur le continuum performance-survie, ou ne va pas la détériorer. Et à ce moment-là, il va falloir complexifier la tâche. Donc, c'est le même principe qu'en préparation physique quand on parle de surcharge progressive, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a des continuums de travail. Sur le vestibulaire, on a, je sais pas, 20, 25 étapes avec peut-être une dizaine d'exercices différents où il y a les 20 étapes, mais qui nous permettent d'aller voir, OK, le sportif, la personne en face de moi, elle est à ce niveau-là actuellement, et cette typologie d'exercice avec cette difficulté-là amène une amélioration. Ça veut dire qu'en réalisant cet exercice, on régule la non-concordance sensorielle. Mais 2, 3, 4, 6 semaines plus tard, ça ne sera plus le cas. Et c'est bien là l'objectif, et il va falloir mettre une surcharge progressive. Ça me parle ce que tu dis par le transfert dans la préparation physique ou le coaching. Tu parles de 5 x 5 et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que quand tu planifies un 5 x 5, tu attends un certain niveau d'adaptation qui va se faire derrière, mais que si tu fais 5 séries, tu sais que tu n'es pas capable d'en faire 10 théoriquement parlant, si ta charge elle est bien située. Mais en fait, en euros, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux faire une simulation qui pour toi est bénéfique par rapport à ce que tu as montré sur la convergence C3, mais peut-être que si tu répètes trop, ben en fait, tu vas régresser parce que c'est une stimulation qui n'est pas adaptée par rapport à ton besoin et par rapport à toi, en fait. Et du coup, ça me fait penser par rapport à la dose effective de travail qui est aussi à prendre en compte, au même titre que la préparation physique ou le coaching. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est aussi par rapport au fait de, c'est une stimulation qu'on donne. C'est-à-dire que tu as pris une convergence NER3 qui améliore ou qui régresse en fonction d'eux, mais en fait, dans le travail, tu peux utiliser un stylo comme ça, mais dans la vraie vie, par exemple, tu es tennisman, tu as une balle qui commence à arriver vers là, mais en fait, si tu extrapoles, ça fait un peu une convergence. Et c'est pas normal que cette convergence-là t'apporte une modification de ton output. Donc, ta précision de coup droit ou de revers ou n'importe quoi. L'idée, c'est que tu sois dans une base qui soit optimale tout le temps. Et l'idée, c'est d'utiliser ces stimulations pour pouvoir avoir un système nerveux. Et donc, quand on parle de prise en charge, qui soit optimal, mais tout le temps. Et c'est pas qu'une stimulation vient t'améliorer. Et c'est là où il y a pas mal de mécompréhension, à mon sens, qui a été effectuée, en fait. Ouais, en fait, on cherche à optimiser un système au maximum. Et pour l'optimiser, on va regarder toutes les non-concordances. Et les non-concordances, il en existe plein, en fait. Et c'est très vulgarisé, cette idée de non-concordance, mais c'est une manière qu'on a trouvé d'expliquer aux gens de manière simplifiée.
C'est-à-dire que la non-concordance la plus connue, c'est le mal des transports. Ou quelque part, c'est le visuel qui donne une information et le vestibulaire qui en donne une autre. Les deux ne sont pas concordantes et dans les centres d'intégration, ben, le cerveau il va se dire, OK, visuel il me dit X, vestibulaire il me dit Y. Comment je me place au milieu de ça? Moi, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas lequel des deux me dit vrai. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets en place un output de survie, une sortie de survie qui peut être une petite migraine, un petit vomito ou des choses comme ça. Mais en fait, ce qui se passe chez le sportif, c'est que ces non-concordances sont présentes aussi, à moindre mesure qu'un mal des transports. Mais ça peut être, par exemple, un système, enfin, le tactile sous le pied ou la proprio au niveau de la cheville quand tu marches ou quand tu cours ne donne pas les mêmes informations. Et quand on parle de proprio, c'est toutes les articulations, etc. Que le système vestibulaire. C'est-à-dire, ma proprio m'indique que je tombe à droite alors que mon système vestibulaire me dit que je suis bien droit. Ben, quelque part, le cerveau, il va faire exactement la même chose. Il va dire, OK, je ne sais pas si c'est proprio qui ajuste et un des mécanos de la proprio qui ajuste ou si c'est le vestibulaire qui ajuste. Moi, ce que je veux, et tout ce que je veux, c'est ne pas tomber. Qu'est-ce Hmm. que je vais faire? Je vais réduire la capacité de production de force, de coordination, de vitesse, etc., etc., de manière à, avant tout, ne pas tomber. Et donc, du coup, si toi, de ton côté, tu spots et en tant que praticien, tu te dis, OK, c'est le proprioceptif sur cette articulation qui pose souci et sur cette action articulaire, tu vas redonner les bonnes informations. Ce qui veut dire que quand la personne elle va courir, ben, d'un coup, en fait, le cerveau il va se dire, ah, OK, en fait, proprio et vestibulaire, ils me donnent la même info. Stylé, je peux libérer du potentiel. Et l'objectif de RNP, c'est d'aller au 100% génétique au jour J. Et donc, du coup, ça va bien en complément de la prépa physique où on cherche à faire monter ce potentiel. Mais si tu ne prends pas en compte la boucle sensorimotrice, quelque part, tu viens faire. Et tu développes un système qui est peut-être à 80%. Mais donc, du coup, tu développes de 5% sur un système à 80%. Mais si le système n'est pas optimisé, tu as plus de risques de blessure. Et l'objectif, c'est aussi de les mitiger au travers de RNP. Et donc, tu es aussi moins efficace dans tes gestes, etc., etc. Il y a pas mal de choses qui me sont venues en tête. J'ai dit, ah ouais, je pense à ça, je pense à ça. À mon avis, j'ai déjà oublié la moitié, mais c'est pas grave. Mais il y a un truc qui me vient quand tu parlais de non-concordance. Alors déjà, par rapport à ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est que tu as une non-concordance. euh, Ton curseur, il va se déplacer en mode survie, en mode performance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une adaptation ou une compensation que ton système nerveux va faire. C'est-à-dire un compromis entre les deux. C'est un Mhm. compromis. Et en fait, quand on parlait de non-concordance, tu prenais par exemple entre les yeux ou l'oreille interne, en fait, j'ai pensé, mais il y a un truc tout bête. Les gens qui ont déjà eu des semelles orthopédiques, c'est quand même très rare où tu as exactement la même à gauche versus à droite. Du coup, si on Mhm. prend le lien par rapport à la proprioception, juste au niveau des mécanorécepteurs, ça veut dire que tu auras une information proprioceptive au niveau des mécanorécepteurs du pied gauche qui est différente du pied droit. Du coup, le compromis qu'il y aura, c'est des bascules et des rotations au niveau du bassin et au niveau des épaules. C'est une adaptation de compensation. Est-ce que c'est optimal? Non. Est-ce que c'est une réponse à un instant T qui trouve, euh, qui satisfait, on va dire, les deux parties? Oui, mais c'est pas optimal. Parce qu'on sait que les bascules et les rotations, tu auras moins de force qui sera générée, tu auras moins d'équilibre et toutes les chaînes de compensation qu'il peut y avoir, comme peut-être, je dis bien peut-être, des douleurs, etc., etc. Et ce qu'on veut dire, en fait, c'est que c'est pas bien ou mal, c'est juste une compensation, c'est un moyen que ton cerveau il a pour essayer de trouver un bon compromis entre les deux. C'est pas optimal. Mhm. Et l'idée, c'est de remettre ces informations plus ou moins symétriques et optimales dans chacun des systèmes pour pouvoir générer le plein potentiel. C'est tout. Enfin, c'est tout. Ouais. Et que tout le monde raconte la même histoire, en fait. Pardon? Parce que le cerveau, tout le monde raconte la même histoire. Toutes les entrées, les afférences racontent la même histoire. Donc, dans les centres d'interprétation, ben, c'est bien compris et c'est fluide, en fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, ben, les exercices, parce que la question de base, c'est quand est-ce qu'on sait que la personne a progressé sur les exercices? Ben, en fait, quand tes stimulations sensorielles ciblées que tu as mises en place et qui, au début, amélioraient le mouvement, ben, d'un coup, c'est neutre. Ça n'améliore plus le mouvement. Ça veut dire que c'est quelque part euh, recalibré, si on peut dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est recalibré à 100%. Ben, peut-être que, comme en prépa physique, tu vas pouvoir monter le curseur d'intensité en faisant évoluer les exercices. C'est-à-dire, la finalité, si on reprend l'exemple du début, 5 x 5 en squat à 100 kg, ben, la finalité, c'est peut-être monter son 5 x 5 à 150, 160, 170, si tu es powerlifter et que ton objectif, c'est d'être champion de France, etc. Ben,
sur les exoneuraux, c'est un peu le même principe. Et il y a un sweet spot, en fait, où à partir d'un moment, tu as le sportif en face de toi ou la personne, son système est à peu près normalisé, comme tu l'as dit. Mais à partir de ce moment-là, ça ne s'arrête pas. Parce que la RNP, c'est aussi une lentille d'analyse du mouvement sportif. Et donc, du coup, il va y avoir une analyse de la tâche sportive qui doit être réalisée par le sportif sur le terrain, VS son profil. Mais donc, du coup, les entrées sensorielles les plus stimulées dans ton sport ne sont peut-être pas les mêmes entre un footballeur et un surfeur. Mais ce qui veut dire aussi que tu peux aller, au travers de tes situations d'entraînement, stimuler plus ou moins une entrée sensorielle ou l'autre, de manière à faire monter le niveau de sensibilité, si on peut dire, mais le niveau d'adaptation de ces différents systèmes, en fait, tout simplement. C'est comme en préparation physique. Hmm. Donc, tu as un sweet spot où, d'un côté, on va parler de réathlétisation, où en fait, on va normaliser au maximum du 100% génétique les entrées sensorielles et leur intégration chez le sportif. Et derrière, on va avoir plutôt de l'entraînement, on va dire, où on va chercher à travailler sur les entrées sensorielles propres à la tâche pratiquée sur le terrain. Et les deux peuvent être concomitants, bien évidemment. C'est ça qui est cool, en fait, parce que c'est juste un continuum. Et je vais faire le transfert par rapport à ce que tu disais 5 x 5 et la convergence. Le premier exemple que tu as utilisé, c'est que oui, après, tu peux augmenter la charge, mais après, tu peux aussi mettre des techniques et des méthodes. Au même titre, par Ah, exemple, que tu vas faire une convergence, celle que tout le monde connaît, tu vas faire ça. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire en vitesse, qui part par ici, qui accélère, puis ensuite il va doucement, etc. Après, c'est des techniques d'entraînement que tu appliques parce qu'en fait, c'est des principes et que tu vas pouvoir appliquer sur tes principes. Pour faire un lien ouais, avec le post en plus Instagram que tu as fait. ouais, non, mais c'est très juste. Et en fait, c'est là où il y a énormément à discuter aussi, et c'est super intéressant, c'est tout ce qui concerne les théories de l'apprentissage et les approches plus écologiques que l'apprentissage sur modèle. Et on se rend bien compte que pour apprendre un geste, quand on est préparateur physique, on a le versant physique à proprement parler, développement des qualités physiques, mais on sait qu'il y a quatre coactifs. Il y a technique, tactique et psychologique. Mais donc, du coup, le psychologique, au travers des réflexes archaïques, on peut le toucher aussi. Mais derrière, il y a tout ce qui est PNL, hypnose, toutes ces choses-là. Les préparateurs mentaux, ils utilisent ces outils-là. Moi, c'est pas trop mon truc, mais je travaille main dans la main avec des PM qui s'occupent de ça. Mais derrière, technique, tactique, je pense que c'est ton rôle en tant que préparateur physique ou coach sportif. Enfin, là, on parle plus au prépa physique, de mettre dans les mains du coach un sportif qui soit capable de réaliser ce qu'il lui est demandé d'un point de vue technique ou tactique. Et pour jouer sur l'aspect technique et tactique, on va beaucoup s'intéresser aux théories de l'apprentissage. Entre guillemets, c'est facile de faire grimper le physique, mais si le paramètre limitant, c'est la technique, tu auras beau devenir un monstre, tu resteras toujours aussi fort que ton maillon plus faible. Et si dans ces quatre coactifs de la performance, la technique et le paramètre limitant, il y a un moment, tu auras une sorte de plafond de verre. Sauf que peut-être que, et enfin, je vous le dis, c'est le cas, mais la technique, elle fait la part belle aux entrées sensorielles et à la capacité du sportif à se mouvoir dans le monde et à comprendre son corps dans le mouvement, la coordination de ces choses-là. Et ce qui est cool, c'est que les entrées sensorielles permettent, quand on vient les cibler, et quand on coupe avec les théories de l'apprentissage, d'aller cibler les problématiques bien précises du sportif en face de nous pour le faire progresser techniquement et tactiquement. Du sportif en lien après avec le transfert dans l'activité. C'est ça en fait. Ouais, tout à fait. Après, c'est toujours un continuum, hein. Mm. Je ne sais pas comment vous fonctionnez en prépa physique, mais tu as la prépa physique générale, la prépa physique spécifique, orientée, et après, il y a trois grandes. Si on veut simplifier au maximum, il y a prépa physique générale, la pré-compétition, la compétition. Et tu as un continuum de travail sur une saison. C'est beaucoup utilisé dans les sports individuels, moins dans les sports collectifs, encore que. Mais du coup, ce même continuum, on peut le voir d'un autre côté de la pyramide, qui est sur le côté optimisation avec RNP, où on va partir de quelque chose de très général, qui est de cibler les entrées sensorielles défaillantes chez les sportifs ou chez la personne en face de nous, mais donc du coup sur des exercices très généraux, d'accord. Donc ça va être de la stimulation simple de certains canaux pour le vestibulaire, etc. Mais au fur et à mesure, on va aller sur de l'orienté. Et au fur et à mesure, on va aller dans le spécifique. Et pour aller dans le spécifique, on va pas juste, et on va pas répliquer ce qui doit être fait sur le terrain. On va simplement mettre en place des situations avec un système de valence sur les entrées sensorielles qui posent souci. Et ce système de valence, il est dirigé, dicté
par l'analyse de base RNP. Si ton sportif a des problématiques d'un point de vue vestibulaire, et sur certains types de canaux, certains types de mouvements, tu vas mettre en place, grâce à des approches écologiques de l'apprentissage, des situations sur le terrain qui vont stimuler, qui vont mettre l'emphase sur ces problématiques propres à l'athlète, dans des situations qui sont proches et qui sont les situations que l'athlète va retrouver en match ou sur le terrain. Donc c'est tout un continuum, le même qu'en prépa physique d'un côté, développement, de l'autre côté, sur le versant plus optimisation, comme on l'appelle, c'est exactement la même chose. Donc, du coup, cette question de quand est-ce qu'on sait que la personne a progressé sur ses exercices RNP, bah, quand est-ce que tu sais que ton sportif ou la personne a progressé sur un squat? C'est la même chose. Voilà. Merci Romain. J'espère que c'est clair. Vous nous direz en commentaire si c'est clair ou envoyez-nous un message, etc. Si ça vous éclaire sur l'intérêt de ces exercices. On pourrait faire des quarts d'heure plus poussés là-dessus. De toute façon, en fait, c'est le but de la formation, tout simplement. D'aller donner ces billes-là de réflexion, à la fois sur l'aspect réathlétisation, l'aspect individualisation du travail sur les entrées sensorielles et les non-concordances sensorielles, avec un bilan complet fait en moins de 10 minutes. Et on ouvre dans la partie réathlétisation de la formation sur cette idée de coller à la tâche et d'aller chercher le transfert, si on peut dire, dans l'activité, même si j'aime pas ce mot-là, mais c'est le mot, je pense, le plus compris par les coachs qui sont ici présents. Voilà. Parfait, merci Romain. Et donc, n'oubliez pas, il reste moins d'une semaine pour s'inscrire à la cohorte. Et s'il y a besoin, vous avez juste à nous contacter directement et on y répondra. Merci Romain, merci pour la question. N'oubliez pas aussi de nous envoyer à chaque fois les petites questions. Ça nous permet de savoir de quoi discuter aussi lors de nos quarts d'heure neuro. Sinon, on ne sait pas trop quoi dire. Donc, merci à vous et puis à très vite. À très vite. Salut tout le Ciao, monde. ciao.